Henri Verneuil, avant de parler des trucages à caractère sportif, on peut parler aussi d'un trucage un peu particulier qui m'avait beaucoup surpris. C'était dans un de vos films, c'était Le Mouton à 5 pattes en 1954, où vous aviez deux vedettes, Fernandel et une mouche. Oui. En tout cas, dans la séquence que nous allons voir. Oui. C'était un film à 4-5 sketchs, et ce sketch en question, c'est ce que nous avons appelé le sketch de la mouche. Voilà la situation. Nous sommes sur un cargo dans les mers du Sud. On a calfeutré, fermé les hublots, calfeutré la cabine, et 4 personnages autour d'une table jouent à un jeu de hasard, le jeu le plus de hasard possible, puisqu'il y a 2 morceaux de sucre, on lâche une mouche dans la cabine, il y a de l'argent au milieu. Si la mouche arrive et se met sur un morceau de sucre, c'est le clan de droite qui gagne, et si la mouche monte sur l'autre morceau de sucre, c'est le clan de gauche. Tourner avec des chevaux, des chiens et des vaches, c'est pas facile. Avec une mouche. Mais avec une mouche qui doit faire des choses extrêmement précises, qui doit tourner autour du morceau de sucre et sur l'ordre du metteur en scène, ne pas monter, car le sketch, vous allez en voir 3 minutes, mais le sketch dure 20 minutes, avec toutes les péripéties, et donc la mouche doit faire avec précision des choses prévues par le scénario. Alors, bien entendu, la première chose qu'on fait dans ce cas, c'est de convoquer le spécialiste, qui vous fait un grand cours sur la mouche, et quand vous avez assisté à ce cours, vous comprenez d'abord que si vous voulez éviter que la mouche vole, il faut lui couper simplement 2 petits balanciers qu'il a sous les ailes, et c'est ce petit balancier minuscule qui relie l'aile au corps de la mouche qui lui permet de voler. Bon. Donc, en coupant ces 2 balanciers, nous avons mis la mouche. J'ajoute que nous tournions ce film en hiver et que les mouches nous étaient fournies par l'Institut Pasteur, parce que je voulais les belles mouches bleues à 5000 anciens francs la mouche. Il fallait donc pas tout de même se tromper beaucoup. C'est un des plus gros cachets jamais donné à une mouche. C'est le plus gros cachet qu'une mouche ait touché. Et quand nous avons coupé ce balancier, je pensais que nous avions résolu le problème, et nous avons fait, avant de tourner le sketch, bien entendu, un essai. Et je verrai toujours le caméraman à l'œilleton, cadrant la table. Nous avons mis la mouche, mais la mouche ne pouvant pas voler, ses forces étaient décuplées, et elle traversait la table à une telle vitesse que nous tombions entre 2 passages de la pellicule. On ne voyait rien. Et le spécialiste m'a dit, c'est tout ce que je peux faire pour vous. Vous m'avez demandé de ne pas faire voler la mouche. Elle ne vole pas, mais c'est tout. Alors là, on a commencé à réfléchir, et on s'est dit, et si on anesthésiait cette mouche? Nous avons donc mis la mouche dans une petite éprouvette, avec un petit coton d'éther, montre en main, à 2 minutes. Pour ceux que ça intéresse, je vous garantis tout de suite que la mouche meurt. 5000 francs. À 1 minute 50, la mouche meurt, mais à 1 minute 13, quand vous sortez la mouche de l'anesthésie de l'éther, alors là, elle commence à se frotter les pattes, car je pense qu'elle doit se dire, si je ne peux pas voler, c'est que j'ai mes pattes collées. Ce qui donne à l'écran, bien sûr, en gros plan, tout ce qu'on peut y mettre derrière. Bon. Et la mouche commence à évoluer, et vous tournez 1000 mètres, vous coupez les parties que vous ne voulez pas, et je suis content surtout de vous montrer cette séquence, d'abord pour ce trucage qui est un trucage amusant, mais surtout parce que ça sera aussi une séquence, si vous voulez, une petite séquence souvenir avec un homme qui était mon ami, que j'aimais beaucoup, qui était Fernandel. Et dans cette séquence. Vous avez reçu une lettre à la suite de ce film. Ah oui, alors à la suite de ce film, je ne pensais pas que l'association amicale des capitaines au long cours serait vexée. Voilà la lettre que j'ai reçue. Je vous passe la première partie d'insultes que j'ai reçues. Mais il y a un paragraphe qui est très significatif. Si avec mes nombreux camarades qui ont bourlingué sur les différentes mers du globe pour y faire flotter le pavillon français en temps de guerre comme en temps de paix, nous sommes depuis longtemps blindés contre les invraisemblances, pour ne pas dire plus, qui sont débitées à la radio ou présentées à l'écran sur tout ce qui touche à la vie maritime et spécialement à la marine marchande, il ne m'est pas possible d'accepter que vous présentiez à l'écran un capitaine au long cours comme le prototype d'un dévoyé alcoolique et libertin. Moi, ce qui me surprend, c'est que vous n'ayez pas reçu de lettre de la SPA. Non. Bien. Nous allons revenir au sport par le biais du cinéma avec vous. Henri Verneuil parlait des cascades. Et dans votre dernier film, Le Serpent, il y en a une assez impressionnante, brève, mais très impressionnante, très efficace. Oui, nous parlions tout à l'heure du trucage et d'exploits sportifs.
où commence le trucage, où s'arrête le trucage et où commence l'exploit sportif. Nous avons là des voitures en miniature et nous allons d'abord voir la séquence telle qu'elle se passe à l'écran dans le serpent et ensuite je vous donnerai l'explication avec les voitures miniatures. Alors allons-y, et c'est Philippe Noiret qui est au volant. C'est Philippe Noiret qui est au volant. Bien. Alors explication, le metteur en scène. Alors l'explication, voilà. Nous avons donc un bar au bout. Nous avons une DS qui est lancée à 170 à l'heure, qui rencontre un camion, et voilà ce qui doit se passer. Le choc, puis ensuite un tonneau, 2 tonneaux, 3, 4, 5, 6, et la DS doit rentrer et casser l'établissement qui est là. Où commence le trucage? Eh bien, il n'y en a pas. En réalité, au départ, nous avons tous les plans surnoirés qui conduisent, mais à un moment donné, cette voiture doit faire 6 tonneaux. Oui. Alors, les 6 tonneaux, voilà comment Rémi Julienne, qui a exécuté cette cascade, l'a fait. Il part à 170 à l'heure et à 3 km du lieu de l'accident. 170 170 à l'heure avec une DS. Fou, ça. Et là, ici, un tremplin qui commence à 0 et qui se termine à une certaine hauteur. Arrivé à 170 à l'heure, le cascadeur doit mettre les roues droites sur le tremplin, les roues gauches touchant toujours le sol, et arrivé au bout de la pente, automatiquement, le premier tonneau va commencer, le deuxième, le troisième et le quatrième. Mais on ne voit pas le tremplin à l'écran. Le cadrage définitif doit être la maison et ici. Comment cacher le tremplin? Par une chose très normale, c'est-à-dire la voiture qu'elle doit rencontrer en réalité. Alors donc, voilà le tonneau, le deuxième, le troisième et le choc ici. Maintenant que vous avez l'explication, on peut peut-être en 40 secondes renvoyer immédiatement le télécinéma. On va demander à Rémi Grimbach de nous remontrer la scène, et là nous allons mieux comprendre maintenant. On peut applaudir Rémi Julienne qui n'est pas là. Et Claude Carliez, cascadeur professionnel, apprécie lui aussi. Mais ça c'est très très beau. C'est très très beau, il n'y a pas de trucage, simplement ce qui était nécessaire pour amener ces 6 tonneaux. Oui. Parce qu'on peut très bien faire 1 ou 2 tonneaux sans tremplin. Voilà. Mais pour en amener à 6 et à cette vitesse-là, il fallait le tremplin. Claude donc Carliez. L'habileté, il l'a fait. C'est quand même assez risqué. Voilà, c'est ce que, justement, Génie Hallyday a raison de faire remarquer le risque. Parce qu'on est toujours dans une DS, c'est quand même à 170 On est toujours dans une DS, on est à 170 à l'heure et on fait 6 tonneaux. Oui. C'est uniquement ce que nous voulions montrer aujourd'hui, c'est que quand on englobe dans un mot général de trucage, en effet, il y a un trucage puisqu'il y a un tremplin. Mais est-ce qu'on peut appeler ce tremplin un trucage? Il faut quand même ce tremplin pour qu'il arrive à faire ses 6 tonneaux. Mais l'exploit sportif reste. C'est de faire les tonneaux à la voiture, mais dire, le conducteur est quand même dans la voiture. Ah, et le conducteur est dans la voiture, et quand vous avez coupé toutes les caméras, vous espérez qu'au milieu de ce tas de bois et de ferraille enchevêtrées, l'homme qui a fait ça va sortir, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, en très très bonne santé. Bien, alors maintenant, Henri Verneuil et Claude Carliez, nous allons parler des bagarres au cinéma, toujours très spectaculaires et toujours très efficaces dans un film. Oui, quand on voit ce que nous arrivons aujourd'hui à faire à l'écran, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a 73 ans, pour la première fois, les frères Lumière présentaient leur spectacle Le Cinématographe. Et le premier plan qu'on montrait aux spectateurs, c'était une locomotive qui entrait en gare de La Ciotat. Et les spectateurs, horrifiés, poussaient des hurlements car ils avaient peur que la locomotive sorte de l'écran et vienne sur eux. Quand je pense qu'aujourd'hui, nous faisons atterrir des Boeing sur l'autoroute de New York, nous faisons éclater des avions en plein ciel, des paquebots engloutis par la tempête, enfin, et comme si on y était. Il y a un côté blasé maintenant, où on dit, ben oui, c'est normal, puisque le paquebot devait être englouti, donc il l'est, c'est tout à fait normal. Et une des phases les plus importantes, bien sûr, dans le cinéma, je parle sur le plan exploit sportif, ce sont les bagarres. Claude Carliez, qui est avec nous, qui est le grand spécialiste pour régler ces bagarres, nous allons essayer de bavarder 2 ou 3 minutes ensemble ici, pour montrer, si vous voulez, la collaboration entre la technique, c'est-à-dire la mise en scène, et celui qui est spécialisé
pour mettre au point avec précision cette bagarre. Auparavant, vous ne voulez pas que nous parlions des acteurs non doublés. C'est le cas de Jean-Paul Belmondo. Oui. Enfin, pour des raisons techniques, Alors, ce serait plus pratique pour nous. Bien sûr. Alors, nous pouvons d'abord aussi, donc nous devons reconnaître qu'il y a des acteurs qui ne se font pas doubler. Ils sont rares, mais il y en a. Exemple, Jean-Paul Belmondo, qui lui, en général, ne se fait pas doubler. 99 fois sur 100, c'est lui qui fait la cascade. C'était le cas d'ailleurs dans le... C'est le cas dans une séquence du casque que nous allons voir maintenant. Et je vais vous demander de laisser le son parce que je voudrais justement donner une explication pendant la cascade. Vous l'avez vu descendre, c'est très significatif. On ne peut pas faire un trucage avec ça. C'est lui qui est parti. Voilà, ce qui prouve que Jean-Paul est un athlète, on le savait, et toujours en condition physique. Voilà. Maintenant, bien sûr, il y a les bagarres. Eh bien, Claude Carliez est quelqu'un qui étudie d'abord les personnages. Avant de discuter de la bagarre, il veut savoir quels sont ces personnages. Est-ce qu'ils vont se bagarrer en voyous, c'est-à-dire des coups qui sont permis aux voyous et non pas aux gentlemen donc ça va très loin. L'étude d'une bagarre va très très loin. Oui, absolument. Il y a deux étapes. Il y a d'abord la préparation, puis il y a le tournage. La préparation, évidemment, ça me concerne. Le tournage, c'est évidemment le metteur en scène qui a toujours ce côté magicien que je trouve, parce qu'en 2 heures, il donne le résultat de nombreux mois d'efforts, voire même de plus d'une année d'efforts en 2 heures. Donc, pour un combat, qu'il soit violent avec armes ou sans armes, il y a à peu près 3 mois de travail pour 3 ou 4 minutes que vous avez sur l'écran. Alors nous allons imaginer que nous sommes sur un plateau, studio de Billancourt avec Henri Verneuil. Oui, je voudrais tout de suite vous dire que nous allons essayer de vous faire une petite démonstration de cette bagarre sur ce plateau avec 2 collaborateurs de Claude qui sont là. Mais bien sûr, nous n'avons pas en direct les moyens que nous avons au cinéma, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire un montage. Tout à fait à la fin, nous montrerons une bagarre qui a été donc réglée par Claude Carliez et filmée par moi dans le casque, entre Belmondo et Daniel Vérité. Et ça sera, si vous voulez, l'illustration de ce que nous allons expliquer. Donc nous allons montrer des choses très simples, et ensuite nous verrons comment ces mouvements liés les uns aux autres peuvent devenir une bagarre de 2 minutes avec 3 mois de travail. Il faut ajouter que nous avons un bruiteur aussi. Nous avons un bruiteur car nous sommes en direct et je ne peux pas faire un mixage à la fin. Oui, à ce sujet, André Nodin qui va bruiter. Pourquoi le bruitage? Souvent on dit mais c'est faux puisqu'on bruite le coup. Or, en réalité, le son n'est reçu que par celui qui reçoit le coup. Si vous prenez un coup en pleine mâchoire, vous avez évidemment les étoiles que l'on connaît bien, et puis un bruit sourd tel que celui que vous entendez, que le spectateur entend, qui lui est à distance et regarde ce qui se passe. Très bien. Voilà. Votre Eh bien, micro est allumé, quand nous vous allons voulez. y aller. Bonjour messieurs. Alors Claude, tu vas présenter nos... J'ai demandé à Michel Beurer et à Daniel Breton, qui sont 2 cascadeurs de tout premier plan, spécialistes des sports de combat, puisque ceinture noire, 3e dan, judo et aikido, de faire cette petite illustration pour nos amis. Et le bruiteur, bien Et sûr, André qui est là. Nodin. Alors là, vous avez intérêt à être très synchrone. C'est vrai, Oui. pour les prochains films. Voilà. Bon, messieurs, nous nous plaçons pour cette caméra. Vous prenez vos places. Attention. Je L'action- vérifie le cadrage. Rémi, L'action la plus simple étant évidemment le direct qui arrive droit dans la mâchoire. un tout petit peu à gauche, Le direct. le receveur un tout petit peu à gauche. Voilà. Nous sommes très bien placés. Le direct ou le crochet. Je voudrais simplement aussi, vous êtes bien à la bonne distance, je voudrais bien vous signaler que celui qui donne le coup est important, mais celui qui le reçoit aussi, car la violence du coup est aussi bien enregistrée par celui qui le reçoit que celui qui le donne. Attention, vous êtes prêts? Attention, partez! Voilà, alors vous reprenez vos places. Maintenant un crochet circulaire. Voilà. Pour bien vous montrer qu'au cinéma, on peut faire le montage, c'est-à-dire celui qui donne le coup et celui qui le reçoit. Nous changeons de place. Vous allez voir maintenant celui qui reçoit le coup. Je vérifie le cadrage, une seconde. À gauche, celui qui est en amorce. Voilà. Attention. Direct, Prêt. hein, Partez! sur le direct. Voilà. Le crochet circulaire. Crochet. Attention. Prêt. Partez!
Voilà. Si le receveur tarde un dixième de seconde, il le prend. Il a intérêt à ne pas tarder d'un dixième de seconde, car celui qui le donne, lui, le coup, il le donne. Maintenant, une chose extrêmement importante, c'est la place de la caméra, car bien sûr, vous avez vu, ou j'espère que vous n'avez pas vu, qu'il n'y a pas contact. Le coup part à 1 millimètre du visage. Si la caméra est mal placée, nous allons vous montrer comment une caméra qui est mal placée peut rendre ce coup absolument inefficace. Alors, nous déplaçons la caméra. Oui, à ce sujet, bien sûr, l'exploit et l'habileté et la technique consistent à passer, en effet, comme le disait Henri Verneuil, au millimètre près, car toucher est bien plus facile, puisqu'on s'appuie sur la cible. Oui, bien sûr. Alors qu'au contraire, passer au ras du menton est évidemment, demande énormément de travail. Grande synchronisation de la part des deux. Alors voilà donc, nous sommes bien d'accord, la caméra maintenant est mal placée, la caméra est très mal placée, et vous allez voir que le coup, il n'y a pas de contact dans le coup. Prêt? Sur le direct, hein? Attention, le coup direct, partez! Voilà, revenez vite à votre place. Au ralenti maintenant, pour montrer où s'arrête le point, il n'y a pas de coup pour le bruiteur, là. C'est exactement à cette distance. S'il y avait beaucoup plus de distance, on ne verrait pas le coup arriver. Maintenant, si vous voulez bien, nous allons commencer la série des coups avec les pieds, l'enchaînement avec les pieds, c'est-à-dire, Claude, le coup au corps avec le coup poing. au corps qui peut être direct ou crochet. Oui. C'est ça. Attention, prêt, C'est Michel qui partez. frappe, hein. Voilà. Là, Or, l'homme qui a reçu n'a absolument pas reçu de coup, et s'il l'avait reçu en réalité, il aurait eu d'abord beaucoup plus mal et c'était moins spectaculaire. Ensuite, le coup au corps suivi d'un coup au visage, c'est-à-dire le doublé. oui, ou coup au corps avec le pied. Oui, avec le pied, on Avec peut le commencer pied, avec le pied. c'est-à-dire qu'on peut d'abord. frapper Oui, c'est avec comme ça que nous violence. l'avions. D'accord, attention. Avec violence, avec le pied et le Nous poing. sommes cadrés assez large. Et là, je vous poserai la Oui. question, est-ce qu'il y a eu contact ou pas? Oui, allons-y. Attention, partez. Voilà. Apparemment, oui, non? Oui, il faut savoir recevoir, c'est tout le travail est là, il faut savoir faire des recevoir, abdominaux. encaisser, absorber les chocs. Le coup de pied sauté. Alors là, on peut avoir, si vous voulez, Henri, le coup de poing suivi, de coup de poing au ventre suivi du coup au corps. Faites le deuxième mouvement, Hein, d'accord. c'est Allons-y, Daniel qui attention. frappe. Prêt, partez. Voilà. Sur l'adversaire à Bagarre distance, commence à le se coup de pied dessiner, là, sauté. Attention. Prêt, partez. Là aussi, je pose la question, y a-t-il eu contact ou pas Oui, avec le J'ai eu bruitage? l'impression. Oui. Bien, le coup de pied maintenant, l'adversaire est projeté au sol. L'adversaire est au sol. L'adversaire est au sol. Il est sur le point de se relever. Attention. Partez. Voilà. Bien, le son que nous entendons, Daniel, lui, le reçoit. Par les vibrations, bien sûr, l'onde de choc. Voilà. Maintenant, un mouvement qui relie le tout, si vous voulez, C'est ça, c'est-à-dire ça. c'est une petite bagarre. Malheureusement, encore une fois, je le dis, nous ne pouvons pas nous servir de 3 caméras et de faire un montage. Nous sommes obligés de le faire. Notre ami Rémi est en train de cadrer avec 2 caméras, mais nous allons le faire d'un seul plan. Nous faisons donc La les bagarre. 3 ou 4 mouvements que vous avez vus reliés en un seul. C'est ça. Attention. Prêt. Partez. Bien. Voilà. Bien. Regardez, encore une question. La gifle au cinéma. Très bien, c'est très bien, très bien. La gifle. Ah, La la gifle gifle. au cinéma. Il y a bien sûr beaucoup de gifles dans le cinéma. Il ne pourrait pas y avoir me de poser la cinéma question. sans gifle. Il y a 2 façons de donner la gifle au cinéma. La première façon, quand l'acteur qui va recevoir la gifle, ou l'actrice, demande que la gifle soit réelle. Quand elle demande que la gifle soit réelle, c'est tout simplement parce qu'elle a à jouer dans le même plan une scène d'émotion et la gifle l'aide. Mais quand il n'y a pas une scène qui suit immédiatement la gifle, nous truquons la gifle et elle est beaucoup plus violente. Alors, nous plaçons donc l'acteur qui est ici. Nous prenons, Rémi, nous prenons la caméra numéro 1, n'est-ce pas?
Alors, allez-y. Attention. La bruit, celle-là. Est-ce que Voilà vous voulez- une gifle sans compte. Oui. Avec bruitage ou sans bruitage? Oui. Ah, je pense que le bruitage n'est pas nécessaire car Nous allons voir pourquoi. si notre ami frappe juste, on doit avoir le bruit en même temps. Attention, bien violent. Partez. Bon, on la refait encore une fois. Le coup n'est pas arrivé exactement. Nous avons cette possibilité au cinéma de recommencer 27 fois s'il le faut. Attention, prêt. Partez. Voilà. Bien. On remercie. Est-ce que ça va? Merci, Je vais quand même messieurs. me rendre compte, apparemment, non, ils sont pas du tout touchés. Merci.